Dans l'historiographie, on va dire, du milieu des voyous français, c'est beaucoup les milieux corses, milieux marseillais, milieux lyonnais. Et on va dire les maghrébins ont été un peu ostracisés et mis à l'écart pendant de longues années. Il y a un milieu kabyle, en tout cas, avec des personnalités très connues. Le gros Jeff, Michel Pied-Noir, des gens comme ça, des personnalités connues, en tout cas à Paris. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue et bon week-end. Mon invité s'appelle Brendan Kemet, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes journaliste spécialisé dans les faits divers. Vous avez travaillé au Parisien. Vous dites que c'est la Rolls-Royce du fait divers, avec un savoir-faire. Mais vous avez travaillé à François aussi, qui était un gros pourvoyeur de faits divers dans les années 60 et 70. En tout cas, vous avez cette culture-là, vous, du fait divers. Ça fait combien de temps que vous nagez dedans ? Plus de 20 ans. Rolls-Royce du fait divers, c'est-à-dire qu'au Parisien, on avait la chance et le privilège, j'ai envie de dire, d'être en prise vraiment, on avait l'impression en prise avec la société, avec plein d'événements micro, on va dire, et notamment dans les quartiers, dans les départements de petites couronnes et de grandes couronnes. Et donc, on ressentait en fait des choses, on était témoin de choses qui allaient éclater par la suite, de plein de phénomènes. Et en matière de faits divers, on était, on va dire, on est toujours, ça l'est toujours, mais je n'y suis plus, mais en première loge en fait de ce qui peut se passer, et notamment dans tout, mais notamment dans la délinquance et dans la délinquance organisée, quoi. Vous êtes co-auteur de Maghreb Connection, la saga secrète du grand banditisme français. C'est chez Robert Laffont. Ça se lit comme un thriller, je l'ai dévoré. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la French Connection, quand on parle de Maghreb Connection. Et vous dites que longtemps, il n'y a pas eu de véritable histoire du milieu maghrébin. Qui sont ceux qui se revendiquent de ce milieu maghrébin ? Il y en a ou pas ? Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une revendication du milieu maghrébin. C'est pas comme ça que je dirais que ça se présente. En fait, c'est surtout parce que dans l'historiographie, on va dire, du milieu des voyous français, c'est beaucoup les milieux corses, milieux marseillais, milieux lyonnais, et on va dire les maghrébins ont été un peu ostracisés et mis à l'écart pendant de longues années. Donc il y a pas des gens qui se revendiquent vraiment du milieu, on va dire, maghrébin. Il y a un milieu kabyle, en tout cas, avec des personnalités très connues, le gros Jeff, Michel Pied-Noir, des gens comme ça, des personnalités connues, en tout cas à Paris. C'est des pseudos, parce que les pseudos ne correspondent pas forcément au prénom initial d'ailleurs. Bon, alors, Jeff, oui, mais... Alors, ça, c'est des dérivés, souvent de prénoms, ou des pseudos, parce que quand on est voyou, il vaut mieux pas qu'on sache votre nom. Donc, c'est plus facile, effectivement, d'être connu sous un pseudo que d'être immédiatement reconnaissable par son nom de famille, par exemple. Alors, votre livre est chronologique, sauf que paradoxalement, vous commencez par un événement de 1976, c'est le braquage de la Société Générale sur l'île Saint-Louis. Pourquoi est-ce que vous faites démarrer votre histoire à ce moment-là, et de quoi cet événement est-il le révélateur ? Alors d'abord parce que c'est une affaire assez exceptionnelle et peu connue. C'est un casse en sous-sol, on va dire, d'égoutier, à l'image de ce qui a été fait par Spadjari et dans les égouts de Nice. Dans les égouts de Nice, un mois plus tôt. Donc là, ça s'est passé en août 76, le week-end du 15 août. D'abord, ils n'ont jamais été pris en plus. Il y a un peu un mystère sur ce qui a pu faire ça. Et puis, on ne connaît pas non plus le butin. Et c'est une affaire qui a un relief particulier parce que c'est l'île Saint-Louis, c'est le cœur historique de Paris. Il y avait des personnalités qui vivaient sur l'île Saint-Louis comme Madame Pompidou. Il y avait des people. Il y avait Georges Moustaki qui était là en voisin, qui habitait au-dessus et qui sans doute s'est fait d'ailleurs voler des choses, on ne sait pas trop. Et puis, c'est une affaire emblématique parce que elle met... peut-être pour la première fois, en tout cas dans les personnes, donc nous on a réussi un peu à trouver qui avaient pu participer. Il y a, on va dire, des voyous traditionnels, enfin peut-être pas si traditionnels que ça, parce que c'est les voyous d'après-guerre, on va dire gaulois, et encore que ça se discute parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens, des gens de la banlieue sud de Paris. Et puis il y a, on va dire, des ouvriers, des bras, qui sont... des enfants de Kabyles, des enfants de l'immigration algérienne, qui pour la première fois on a l'impression, en tout cas il y a dû y avoir un peu avant, mais là vraiment sur une très très grosse affaire, une des plus grosses affaires de ce type dans les années 70. Donc c'est une évolution
de ce milieu qui était longtemps mis de côté, qui était le milieu, on va dire, on appelait ça le milieu nord-africain, vous savez, qui était beaucoup sur le proxénétisme dans les années 50-60 et qui là sort un peu de ses limites et va croiser avec des personnalités du milieu, des vrais voyous français. Alors en gros, vous commencez aux années 50. Même si vous balayez un petit peu la période avant, c'est une période qui est très importante parce que finalement, c'est la période de la guerre d'Algérie. Et vous expliquez comment le combat qu'il y avait entre le MNA et le FLN ont eu un impact sur ce qui se passait d'ailleurs dans la pègre nord-africaine. Donc les Algériens, enfin on disait quoi, les Algériens à l'époque, vous dites quoi pour quand ils arrivent à Paris? Alors le terme algérien arrivait bien plus tard parce qu'il faut savoir que dans les Algériens jusqu'aux années 40-50 désignaient en fait les pieds noirs. On parlait du milieu algérien qui était essentiellement le milieu pieds noirs et juifs pieds noirs oranais, alors que le milieu, on va dire, maghrébin, qui n'existait pas vraiment, en tout cas qui était très ostracisé, était désigné comme nord-africain. En fait, c'était le grand terme nord-africain. Voilà. Et ce sont essentiellement des Kabyles au départ. Et absolument, surtout sur Paris et Lyon, d'une grande communauté kabyle qui correspond aux vagues d'immigration, et donc c'est forcément, en tout cas à Paris, la vague majoritaire, beaucoup de Kabyles, donc qui est surreprésenté dans le milieu, on va dire, du banditisme de l'époque. Alors, ils s'installent à Pigalle, où ils vont déloger les Corses. C'était quand même une sacrée guerre, ça, de déloger les Corses de Pigalle. Alors, ils s'installent difficilement parce qu'ils sont évidemment plutôt au départ sur la Goutte d'Or, le boulevard de la Chapelle, où ils ont repris d'ailleurs des territoires qui étaient maîtrisés par le milieu, on va dire, corso-marseillais et le proxénétisme. Et ils vont s'installer plus vers l'ouest, donc vers la place Pigalle, vers ces zones-là, qui sont des zones 100% corses depuis plus de, on va dire 30 ans, qui sont dominées par les Corses. Et évidemment, on ne les attend pas à bras ouverts. C'est une véritable guerre qui va se mener. Il y a des assassinats, il y a des règlements de compte, des fusillades, des voitures qui s'arrêtent, vous voyez, avec des chapeaux mous. Enfin, c'est pas Chicago, mais enfin, c'est assez pittoresque, on va dire, même s'il y a eu des morts. Il y a notamment un footballeur de Sochaux qui était un peu c'est une affaire assez connue de l'époque. Dommage collatéral, hein. Dommage collatéral, oui, un espoir du football français qui se baladant un soir d'été dans les années 50, trouve un ami footballeur qui est le neveu d'un caïd corse qui s'appelle François Chiappe, François Les Grosses Lèvres, une personnalité plus tard de la French Connection, et ils vont se retrouver en terrasse, et là il va y avoir une voiture américaine qui va arriver et fusillade. Ce footballeur va être tué. Et on va désigner automatiquement, aussitôt, les Nord-Africains, entre guillemets, parce que, effectivement, François Chiappe avait fait un point d'honneur d'empêcher les Algériens, en fait, de s'installer à Pigalle. Alors, mais en fait, tout ça, c'est un peu des raccourcis, peut-être. Ouais, non, mais aussi, c'est très symbolique, parce qu'en fait, les voyous nord-africains étaient déjà présents à Pigalle. Ils s'étaient déjà installés, ils avaient leur café, ils étaient présents, mais évidemment, les Corses voyaient ça d'un très mauvais œil. Et donc, ils sentaient, parce qu'ils étaient en déclin en réalité, la prostitution était aussi en train de changer, il y avait beaucoup de choses qui changeaient dans l'après-guerre, et donc, ils essayaient de défendre... Quand on parle après 45. Hein. Après 45, après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, tout à fait. Donc là, ils arrivent à Pigalle, et ce sont surtout des proxénètes, c'est ça? Ou quelles sont leurs activités? Alors, il y a pas mal de proxénétisme parce que c'est, on va dire traditionnellement, et c'est pas typique du milieu maghrébin, parce que c'est comme ça que s'est constitué le milieu français du XXe siècle. C'est autour du proxénétisme, autour de l'exploitation de la prostitution et des femmes. C'était quelque chose d'assez facile à faire, malheureusement, il faut bien le dire. Hein. Et c'était du liquide, c'est le cas de le dire. C'était beaucoup d'argent liquide qui permettait de faire autre chose. D'avoir des entrées permanentes d'argent. Avec peu d'investissement, sauf on va dire des bras pour protéger ou pour intimider sa gagneuse, hein, c'est comme ça qu'on appelait les prostituées à l'époque. Donc c'était assez facile, mais il n'y avait pas que ça, parce qu'on était aussi dans les années 50, fin des années 40, début des années 50, dans des tas de toutes sortes de trafics qui étaient liés à la Deuxième Guerre mondiale, à la présence des Américains à Paris, des trafics de cigarettes déjà, des trafics d'armes, de faux papiers, il y avait toutes sortes de... Et du racket, enfin voilà. Il y avait beaucoup
de raquettes. C'est vrai Ouais. qu'il y avait des gangs aussi qui se sont installés dans le racket des établissements de nuit à Pigalle, ce qui est assez facile à faire et qui ne nécessite pas au départ d'investissement, puisqu'il faut intimider les patrons et puis s'installer dans les lieux ou recevoir de l'argent. Voilà. Et après, ils vont investir dans le dur, dans les hôtels, quoi. Ils ont le pignon sur rue, hein. Et ils ont profité de la fermeture des maisons closes. Exactement, donc il y a la loi Marthe-Richard, juste après, c'est 48 ou 49, je ne sais plus, qui met fin aux maisons closes. Et là, c'est une aubaine pour ces nouveaux proxénètes, puisque la moindre petite parcelle de territoire, notamment dans la Goutte d'Or, va être, dans certaines rues, comme la rue de la Charbonnière, va être transformée en chambre de passe, au-dessus souvent de café. Et là, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'artisanal, que c'est une prostituée, mais en fait, c'est pas. C'est des centaines de prostituées, après, il y a des hôtels qui s'ouvrent et qui sont contrôlés par des gens. Et là, c'est des revenus énormes. Et ce sont des prostituées qui viennent d'où ? Ah, alors, il y a toutes sortes de prostituées elles viennent de toute la France, elles viennent des colonies françaises de l'époque, elles viennent d'Afrique du Nord, elles viennent de nombreux endroits. C'est pas spécial. En fait, il n'y a pas de spécificité sur tel ou tel arrondissement. Mais on disait beaucoup que la Goutte d'Or, c'était un peu la punition parce que c'était des hôtels. Enfin, c'est assez. Qu'on a appelé plus tard l'abattage d'une certaine façon. Voilà, c'était des maisons d'abattage où il y avait des centaines de passes le week-end. C'était quelque chose d'assez terrible, quoi. Par fille, hein. Par fille, ouais. C'est astronomique en fait. Et les policiers de l'époque, certains qu'on a pu retrouver, se souviennent de sacs de poste. Je sais pas, vous voyez les gros sacs de poste qu'il y avait à l'époque en toile de jute, et qui étaient remplis de billets de 5 francs, de 10 francs, parce que c'était pas de la prostitution de luxe, c'était la prostitution pour les ouvriers. Et donc, mais ça générait des profits énormes. Comment le FLN a utilisé les réseaux de prostitution de la métropole ? Alors, c'est une histoire qui est pas très connue. Elle n'est pas du tout connue. Non, j'avais jamais lu ça. Non, elle est un peu masquée. Personne n'a trop envie d'en parler parce que la vérité, c'est que les voyous, les proxénètes et trafiquants, on va dire algériens, qui étaient installés à Paris à l'époque, se sont ralliés. Alors, de force ou pas avec le FLN et ils ont été utilisés, tous leurs réseaux ont été utilisés, les armes, la fausse monnaie, les faux papiers, etc. Et donc ils ont beaucoup travaillé, forcé ou pas, hein, parce ils ont beaucoup cotisé à l'effort de guerre en tout cas. Voilà, ils n'avaient pas le choix. Et ce que disent aussi les observateurs de l'époque, ce qu'on a retrouvé dans les écrits, c'est que ils ont été poussés par le FLN à aller vers Pigalle, à aller prendre de nouveaux territoires pour avoir de nouveaux profits et notamment déloger les Corses. Et donc il y a quelques figures, dont Philippe le Dingue, les frères Amalou, des gens comme ça, qui vont ensuite revenir après l'indépendance en Algérie et, comme par hasard, on va dire, vont obtenir des adresses très emblématiques en Algérie, des commerces, des grands restaurants, des dancing, des choses comme ça. Voilà, c'est le livre de l'été, ça se lit comme un polar, ça s'appelle Maghreb Connexion, la saga secrète du grand banditisme français. C'est chez Robert Laffont. Un des co-auteurs est avec nous aujourd'hui jusqu'à 13h. C'est Brendan Kemet et vous êtes journaliste spécialisé dans les faits divers. Hein. Vous êtes penché sur cette histoire cette histoire de laquelle les Maghrébins ont été ostracisés pendant longtemps. Ils n'étaient pas sur la photo. On parlait des Marseillais tout à l'heure, on parlait de des Corses, mais les Maghrébins ne faisaient pas partie de la photo. Non, d'abord, on ne voulait pas qu'il soit sur la photo. Hein. C'est ce qu'on a découvert au fil de nos recherches avec Stéphane Selamy pour ce livre. C'est que, et d'ailleurs, ça se voit dans les années 60, c'est qu'il y a cette crainte, c'est une sorte qui fait écho d'ailleurs à ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est la crainte de la montée du milieu, à l'époque on disait nord-africain, dans la prostitution, des fantasmes incroyables et des propos assez étonnants, parce qu'il y a toute une littérature, on va dire, d'extrême droite, des journaux de droite, très très durs, qui disent en fait que les proxénètes maghrébins vont asservir en fait les femmes françaises, qui sont brutaux, etc. Comme si en fait il y avait le mythe du proxénète. Oui.
Le maghrébin. Voilà, incroyable, comme si en fait les proxénètes corses étaient des gens très doux, très sympas avec les femmes, comme si voilà, c'est pas ça du tout. Évidemment que le proxénétisme c'est quelque chose de très dur, c'est un mélange en plus de séduction parce que on n'arrive pas sur le trottoir, on force pas nécessairement à l'époque ces femmes à aller sur le trottoir. Il y a d'abord souvent on disait des Bretonnes ou des gens qui venaient de province, qui arrivait à Paris et qui était pris en main par un beau gosse dans un bar, quelqu'un avec des beaux vêtements, quelqu'un qui avait de l'argent, qui brillait, qui fait miroiter un peu une vie comme ça de plaisir. Et puis très vite, de la séduction, on va passer à quelque chose de plus de la menace, ou c'est assez complexe. Et puis on les envoie sur le trottoir. Mais en fait, ces techniques-là, elles ont été utilisées par les Corses comme par leurs successeurs dans les années 60. Donc en fait, il n'y avait pas de spécificité. Par contre, il y avait une crainte, on va dire sans doute raciste, en fait, raciale. Je vois pas trop d'autres explications à ça, quoi. Quel est l'âge d'or finalement du Pigalle tenu par les Maghrébins? C'est quelles années? Alors, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un âge d'or du Pigalle, parce qu'en fait, l'arrivée des proxénètes nord-africains à Pigalle correspond en fait à la fin de Pigalle, parce que c'est la fin en fait, les hôtels de passe vont être démembrés un à un. Il va rester une prostitution, on va dire, pas très importante. Donc, ils arrivent vraiment à la fin. Les Corses, en fait, et les Marseillais, enfin surtout les Corses, sont en train de refluer, en train de quitter Pigalle. Donc en fait, ils laissent les miettes à un milieu, on va dire, qui arrive. Il n'y a pas que des Algériens ou des Tunisiens, mais ils vont, on va dire, dans les années 80, c'est un peu la fin. On voit arriver d'ailleurs des Tunisiens. On parle de milieu algéro-tunisien à l'époque, mais qui va se concentrer surtout sur le trafic de stupes finalement, puisque le proxénétisme, les belles heures ou les grandes heures, et je dis ça vraiment entre guillemets, ils sont déjà passés, quoi. Alors, il y a beaucoup de figures en couleur que vous faites sortir de l'histoire. Il y a le petit Abbès, le parrain de la goutte d'or. Lui, pourquoi c'était le parrain? Parce qu'il avait beaucoup d'hôtels de passe, rue de la Charbonnière notamment, à la Goutte d'Or. C'était des figures, en fait, d'ailleurs, on n'a même pas son véritable nom, mais des figures qui planaient au-dessus de ces quartiers, qui étaient impossibles à identifier pour la police. Les gens, en fait, ne savaient pas qui étaient les propriétaires vraiment de ces immeubles. Et ce qui est marrant avec le petit Abbès, c'est qu'en fait, il apparaît, en tout cas sous d'autres traits, dans le film Le Grand Pardon, sous les traits du père d'ailleurs de Reda Kateb, du comédien, et qui rencontre le parrain juif de l'époque, donc Raymond Betoun, pour une sorte de négociation entre les deux, entre le milieu juif, le milieu, on va dire, algérien. Négociation pour signer une sorte de paix, etc. Et ce qui est marrant, c'est que quand le film est sorti, un des frères, parce que ça correspondait en fait aux frères Zemmour, qui viennent de Sétif, donc qui sont algériens. La grande fratrie, voilà, ces Zemmour de Sétif qui tenaient le faubourg Montmartre et puis d'autres secteurs, et notamment les hôtels de passe, une partie des hôtels de passe de la Goutte d'Or. Et donc, à la sortie du film Le Grand Pardon, on a dit oui, alors il peut y avoir des négociations entre grands voyous, mais cette scène est totalement délirante, etc. Et en fait, pas forcément, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait eu des alliances à cette époque pour éliminer des personnes, notamment des gens comme Nénès Benasser, qui était une des grandes figures du milieu, on va dire, franco-kabyle de l'époque. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que le cinéma, en fait, que ce soit Le Grand Pardon, qui est un film un peu caricatural, mais qui se repose sur des choses vraies, des films comme Police de Piala, La Balance de Bob Swain, ont décrit assez fidèlement, en fait, ce qui se passait véritablement à cette époque à Paris, dans le milieu, on va dire, des voyous. Alors les Zemmour traversent votre livre, quand même. Comment ils ont vécu la sortie du Grand Pardon? Ils ont aimé? Je sais pas, moi j'étais enfant à l'époque, mais ils ont aimé relativement. Et ça, je crois qu'ils étaient assez contents d'être dépeints comme des grands voyous ou des gens qui maîtrisaient le milieu, en tout cas parisien. Mais en même temps, c'était aussi la fin de cette époque, puisque quelques années plus tard, ils sont en train de disparaître, en fait.
c'est la fin du milieu juif nord-africain de Paris. Il est déjà, on va dire, en miettes. Et puis il y a des personnalités comme le gros Jeff, des gens comme Nénès Benasser, qui sont en train de devenir les grands voyous de cette époque, qui remplacent en fait ce milieu-là. Zemmour comme Éric. Alors, il l'a dit lui-même, son grand-père était le cousin d'un des grands-pères des Zemmour, donc même s'il n'écrit pas de la même manière, mais oui, il y a un lien familial assez éloigné, quoi, effectivement. Alors, Marcel Nasser Benasser, dit Nénès, ou Le Grand, vous dites que c'est l'un des plus grands voyous des années Giscard. Il est à moitié kabyle, Nénès. Oui, c'est une histoire française en fait, typique, on va dire. C'est un homme qui est né pendant la guerre à Paris, dont le père est kabyle. Il vient de Sédouk et dont la mère est française. Il travaille dans des usines automobiles. C'est quelqu'un qui est arrivé très, très jeune en France, juste avant la guerre, et puis qui va d'ailleurs, selon sa famille, va être viré, licencié pour avoir pris la défense de travailleurs algériens dans les usines automobiles. Ils vont ensuite faire travailler sur les marchés. Ce fils adoré, on va dire, dans la famille, va très mal tourner, sans doute, on va dire, parce qu'il est dans un secteur où difficile. Cette époque, c'est la banlieue sud de Paris, des concentrations de difficultés sociales, et il va faire des mauvaises rencontres, tout simplement, puisque on est à l'époque, on aura un peu les blousons noirs, et puis après ceux qui vont être dans les maisons de correction à Savigny-sur-Orge, tout ça, tout un milieu qui se crée dans la banlieue sud de Paris et qui va devenir un milieu très délinquant. Et lui, il baigne là-dedans, il grandit là-dedans. La banlieue sud de Paris, ça, c'est vraiment un des viviers. Oui, ça correspond. On a appelé ça la ceinture rouge, puisque c'était des banlieues communistes avec des fortes concentrations de population. On a délogé tout ce qu'on appelait les gens de la zone qui habitaient pour construire le périphérique. Il y avait toute cette zone inconstructible qui ont été relogés dans des bars, dans ces secteurs qui sont extrêmement denses en fait, avec des populations. C'est très très dense, et c'est un véritable foyer délinquant, il faut bien le dire. Alors, Marcel Nasser Benasser est un des premiers à être admis dans le milieu traditionnel des grands voyous. On lui prête beaucoup d'aventures. On le retrouve notamment sur l'un des grands scandales de la Ve République. C'est le suicide de Robert Boulin, un ministre de Giscard, ministre du Travail, qui officiellement s'est suicidé, sans qu'on sache vraiment ce que son nom vient de faire dans l'histoire, d'ailleurs. Alors c'est une sombre histoire, vous avez raison. Pourquoi est-ce que son nom a été accolé à celui de la mort suspecte de Robert Boulin ? C'est parce que il a été assassiné en 1980 dans un bar en jouant aux cartes, qui est une chose importante dans le milieu. Nénès. Voilà, Nénès, il a été assassiné. Il était 2 ce jour-là à être assassiné, vous racontez la descente. Voilà, c'est une histoire qui a assez peu fait parler, mais qui est emblématique parce que Nénès était le voyou qui montait à Paris. Il avait racheté le Bœuf sur le Toit, un célèbre restaurant cabaret des Champs-Élysées. C'était vraiment un voyou en place qui succédait, qui était là pour prendre ce qu'avaient laissé les Zemmour. Ils étaient en train de dépecer l'empire Zemmour, et il était associé avec un individu assez curieux qui s'appelait Michel le Libanais, qui était un indique de police en fait, de plusieurs services de police, et qui aurait été soi-disant, alors on ne sait pas trop, la cible de cet assassinat, la véritable cible, parce qu'il aurait participé, selon son neveu, à l'assassinat ou la mort de Robert Boulin. Enfin, tout ça n'est pas très clair. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y avait un milieu qui était à mi-distance entre la politique, la police. Il y avait, vous vous souvenez-vous, c'était l'histoire, l'époque aussi du SAC, du service d'action civique gaulliste, et donc qui employait des voyous. Pour ceux qui ont connu Charles Pasqua. Exactement. Ça rappelle des souvenirs avec les cartes du SAC. Il y avait beaucoup de voyous qui avaient des cartes de tricolore de police parce qu'ils travaillaient avec le SAC. C'est pas complètement fantasmagorique dans le sens où on sait
que Nénès Benasser a été pris sous l'aile d'un grand voyou, qui est sans doute le premier grand voyou d'origine maghrébine, qui est Joe Atia, qui était un des membres du gang des tractions de Pierrot le Fou, et qui était d'origine tunisienne par son père, et qui, dans les années 60, écroué à la maison de Fresnes, a pris sous son aile le jeune Nénès Benasser, qui avait 20 ans. Joe Atia avait déjà plus de 50 ans, c'était un vieux voyou, un juge de paix, et on sait que Joe Atia a travaillé pour le SAC, a fait des missions, on va dire, spéciales, dont on peut imaginer qu'il y a eu des morts. Voilà, donc c'était ce milieu-là, et qui est très très peu connu, très peu... Alors comment vous arrivez justement à retracer l'histoire de Nénès Benasser ? Comment vous faites ? Vous n'allez pas sur Wikipédia ? Non, il y a pas grand-chose, je pense, sur Wikipédia sur Nénès Benasser, et c'est dommage parce que c'est une figure du milieu, mais c'est un ensemble de choses. En fait, on a eu la chance de parler à sa mère, qui est une dame qui a plus de 90 ans et qui vit en Kabylie, qui est pas retournée puisqu'elle n'était pas kabyle, c'est son mari qui était kabyle, mais elle est allée vivre en Kabylie, et qui nous a raconté des événements de la vie de son fils. On a eu aussi ses neveux qui nous ont confié des éléments familiaux, même s'ils savent très peu de choses, parce que pour eux, ce ne sont pas des voyous, ces gens, ce sont simplement des gens qui, dans leur entourage, ont eu un oncle qui était un voyou et qui mélangeait pas, en fait, ces histoires. Donc, il y a eu ça. Il y a aussi, on a aussi des témoignages de policiers qui ont connu cette époque. Donc, tout ça est très, très oral, en fait. Il y a peu de traces écrites. Donc, nous, on donne les éléments qu'on a pu récupérer. Et puis les gens se feront une idée de ce qui a pu se passer. On parle du milieu maghrébin ce matin dans cette émission à l'occasion de la sortie d'un livre événement qui s'appelle Maghreb Connexion, la saga secrète du grand banditisme français, chez Robert Laffont, et un des co-auteurs est avec nous aujourd'hui, c'est Brendan Kemet, qui est journaliste spécialisé dans les faits divers. On parlait du milieu kabyle, mais après il y a eu le milieu oranais. Oui, ça correspond, je crois, aux nouvelles vagues d'immigration et l'arrivée des gens de l'Ouest, de l'Algérie, qui vont supplanter, on a l'impression, en tout cas, vont être beaucoup plus visibles que les Kabyles, qui étaient arrivés plus tôt. Et donc il y a ce nouveau milieu qui arrive, qui est fait notamment de personnalités comme Mohamed Amimer, dit le grand Momo, de Noisy-le-Sec, et qui va rallier la bande de Montreuil, qui est un cas très intéressant parce que Momo Amimer, qui a été le filleul de, on va dire, en crime, en banditisme, de Titi Pelletier, qui était l'homme de la Société Générale de l'île Saint-Louis. Donc il y a une filiation. La boucle est bouclée, dont vous parlez en début de votre livre, justement. C'est ça, parce que tout simplement, les voyous ne sont pas des philanthropes ou ne font pas ça par solidarité. C'est qu'ils voient arriver des jeunes qui ont faim, qui ont envie, qui sont prêts à faire à faire beaucoup de choses. Donc ils les prennent sous leur aile, non pas par solidarité, mais pour utiliser en fait ces forces qui arrivent, ces forces vives, et qui sont utiles pour toutes sortes de mauvais coups. On joue beaucoup aux cartes dans le milieu. À quoi on joue comme jeu ? Alors il y a plein de jeux. Il y a la Marseillaise, qui est un jeu hérité du bagne, qui a été de Cayenne. Il y a toute une histoire qui est arrivée en France au XXe siècle, qui a été popularisée donc par les Marseillais, et qui se retrouve à Paris, notamment dans des établissements comme ceux d'une grande figure du milieu de la nuit, du milieu des cartes, on va dire, qui s'appelle Rachid Buzenval, c'est son surnom, parce que... Alors que vous avez rencontré, qui vit toujours, qui a 75 ans aujourd'hui, qui était le patron du Byblos. Exactement, une figure incroyable, kabyle également, arrivé en France dans les années 60, et qui va devenir le patron, on dit la plus grosse partie de cartes parisienne, au Byblos, effectivement, près de la place de la Nation. C'est un lieu où c'est un petit restaurant franco-kabyle, vous savez, à l'ancienne, où on a les menus, c'est là où on mangeait des têtes de veau, des sauces gribiches, des choses comme ça. C'était
Oui, pour le coup, c'était bien franchouillard. Exactement, mais Ouais. c'est ça qui est typique, c'est qu'en fait, Ouais. ils ont repris à des bougnats, des restaurants. Et puis lui, il était mordu de cartes. Il avait été, il avait appris à jouer aux cartes. Enfin, et surtout, il était ce milieu grâce à un certain J3, qui est un autre Kabyle du secteur et qui était le grand, fourgue, c'est-à-dire celui qui comment on dit, je sais plus le terme, mais qui s'est occupé du tout le bulletin des postiches, en fait, du gang des postiches. Et donc il a initié. C'est lui qui refourguait voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on dit fourgue. Oui. Un fourgue, ouais, tout à fait. Et donc il s'est mis à jouer aux cartes, on va dire assidûment, et puis petit à petit à ouvrir une partie de cartes clandestines, évidemment. Mais où tout le monde passait. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un, et on le croit sur parole parce que c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses. Je vois pas pourquoi il inventerait ça, mais qui a joué avec Mérine ou Mesrine aux cartes, voilà, dans les années 70, qui a joué avec des lieutenants des Zemmour. Et donc son établissement, où il faisait apparemment un bon couscous d'ailleurs, qui était renommé pour ça, accueillait tous les voyous des années 80-90, du gang des postiches au gang de la banlieue sud, des gens du gang de Montreuil, des frères Horneck. Alors qu'est-ce qu'on appelle le gang de Montreuil ? Alors le gang de Montreuil, c'est le gang, c'est simplement des camarades, on va dire, de jeu qui se sont implantés dans le milieu parisien et milieu français, parce que quand on est fort sur Paris, on est fort aussi ailleurs. Dans les années 90, eux, c'est un mélange en fait de manouches, de beurre. Et de quelques franchouillards, on va dire, gaulois, et qui vont devenir vraiment les forces vives du banditisme français et parisien des années 90, en supplantant des gens comme Claude Genova, etc. Et en montant dans le milieu avec... À l'époque, il n'y avait pas encore les stupéfiants, donc c'était le braquage qui était là où on pouvait amasser de l'argent. C'était des spécialistes des transports de fonds, des fourgons blindés type Brinks et des centres forts, vous savez, ces sortes de Fort Knox où tout l'argent des grandes surfaces est trié avant d'aller vers la Banque de France ou d'aller vers les banques. Donc en fait, ils attaquaient ces endroits, ils ont amassé probablement des fortunes, ils ont été très peu condamnés et ensuite ils se sont lancés notamment dans le racket pour dominer, pour être les hommes forts, on va dire, sur la place parisienne. Alors, autre figure, Mohamed Amineur, le grand Momo, vous le connaissez peut-être si vous étiez dans la région parisienne dans les années 90, puisqu'il a été notamment le patron d'une boîte qui s'appelait Le Triangle, entre autres. Mais il n'y avait pas que Le Triangle, il y avait d'autres boîtes. C'est une personnalité très originale du milieu. C'est quelqu'un d'abord de très intelligent. Ça, personne peut le nier. C'est quelqu'un qui a su sans doute se tenir éloigné des règlements de compte et de tout ce qui peut parcourir le milieu. Et puis il a eu cette idée effectivement à la fin des années 80 de monter une boîte de nuit, le Triangle, dans le Val d'Oise, près d'Enghien. À Andilly. Andilly, ouais, tout à fait, en forêt de Montmorency, en bordure de forêt, de monter une boîte de nuit où on écoutait du rail qui venait d'arriver en France et où on pouvait surtout, et ça c'est important, entrer sans être accompagné, contrairement aux boîtes parisiennes où, moi je l'ai vécu à cette époque, donc c'est pas un scoop et c'est une vérité. C'est-à-dire dans beaucoup de boîtes parisiennes, si vous arriviez, t'avais la carte ou t'avais pas la carte. Oui, et puis si vous étiez pas accompagné, si vous étiez un jeune de banlieue, si vous étiez arabe ou noir, vous aviez aucune chance de rentrer, il faut quand même le dire. Donc en ouvrant ces boîtes-là, ils ont, Mohamed Amineur et sa génération, ses associés, ont permis à des gens de faire la fête, de sortir, d'avoir des lieux qui n'étaient pas hostiles, où on pouvait s'amuser, où il n'y avait pas des cerbères à l'entrée qui empêchaient d'entrer. On y croise tout le monde, on dit que c'était les bains-douches des beurs avec DJ Ignace. Le film Rail a été tourné là-bas au Triangle, mais il y a tout le monde, il y a Noah, il y a... exactement. Il y a Thiozo, il y a des stars, enfin il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a même Redouane Faïd qui y va en tant que tougher.
tout le monde y allait parce que c'était l'endroit, the place to be, comme on dit. Et puis, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il semblerait, selon la légende, que Sami Nasseri a décroché son rôle dans le film Rail en permettant, en fait, en trouvant ce lieu et en fait, en disant voilà, moi j'ai une boîte à disposition, vous pouvez tourner, quoi. Et oui, c'était, il y avait tout le monde là-bas. Il y avait toute cette jeunesse qui manquait de lieux et qui manquait de repères, qui manquait d'endroits et qui a trouvé. Alors c'était pas là non plus que de la philanthropie parce que ça permettait aussi, de gagner de l'argent. Et peut-être de blanchir de l'argent, qui sait. Bon, il y a Zidane, il y a Zidane. Alors oui, c'est des témoignages qu'on a recueillis. On retrouve Zidane en boîte, peut-être qu'il va démentir. Idir et Khaled, s'ils sont produits en concert. Enfin, il y a vraiment tout le monde. Et après, donc, on appellera Mohamed pour relancer le Midnight Express. Absolument. Alors, il faut savoir que Bomo Mimeur et Khaled, c'était une amitié, on va dire, importante dans ces années, là. La police a beaucoup vu, a écouté Momo, évidemment, qui était mis sous écoute et surveillé en permanence, parce qu'on craignait évidemment qu'il fasse des coups, des braquages notamment, mais a vu apparaître Khaled avec Momo Mimeur, sans savoir au départ que c'était un bandit. Il y avait simplement quelqu'un qui... Enfin, vous expliquez que c'est lui qui va l'accompagner à Taratata, son premier Taratata, voilà, qui sont toujours ensemble. Ouais, ils sont très proches à cette époque-là, donc effectivement. Mais proches comment en fait Alors je sais pas, j'étais pas dans le secret des dieux à l'époque ni aujourd'hui, mais ce qu'on sait c'est que Bomo Mimeur a beaucoup aidé Khaled, dans cette époque-là, pour plein d'histoires aussi. Et après vous allez nous dire je ne peux pas vous en dire plus. Non, parce que c'est vrai. Après, il faut garder peut-être une part où je ne veux pas vous en dire plus. Une part de mythologie, mais en tout cas, une part de En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, Khaled n'est pas en cause dans quoi que ce soit. C'est juste que Bomo Mimeur était très, très présent avec lui à l'époque. C'est tout. On parlait tout à l'heure de celui que vous appeliez Gros Jeff, Boukhalifa Djennad, dont on disait lui que c'était un agent de la sécurité militaire algérienne. Alors c'est effectivement ce qui se dit dans le milieu parisien et dans le milieu des voyous. Alors il y a quelques raisons de dire ça, c'est que il a été peu inquiété pendant de longues années. Il était apparemment protégé par des services de police. Ça a été très difficile à l'époque. Ça s'appelait la 2e DPJ qui rayonnait sur le secteur du 18e arrondissement et qui a réussi finalement à l'interpeller et à le faire tomber pour une affaire d'héroïne. C'était parmi les principaux pourvoyeurs d'héroïne à Paris dans les années 80-90. Mais il a été longtemps évidemment protégé et même aujourd'hui, il y a une certaine proximité avec des services de police. Pourquoi, en fait, il y a une explication sans doute, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait pas la nationalité française, puisque était né en Algérie, et qui s'est trouvé sans doute très jeune, fragilisé par ça. C'est-à-dire qu'il était sous la menace d'expulsion. Donc ça le rendait, on va dire, vulnérable, et ça a sans doute permis à des services de police de travailler avec lui, vous voyez, pour une sorte un peu de chantage et de protection, quoi. Les frères Ornec, quel lien ils ont avec cette Maghreb Connection ? Les frères Ornec, en fait, qui sont les plus connus du milieu, on va parler de la bande de Montreuil, du gang de Montreuil, qui sont les figures de proue, qui sont une fratrie de manouches. On a beaucoup parlé d'eux, mais finalement, s'ils sont implantés, ils ont grandi, puisqu'ils sont allés jusqu'à menacer et même à récupérer une partie des actifs, on va dire, des corsos marseillais à Paris. Ils ont monté dans le milieu. Ils n'étaient évidemment pas seuls, ils étaient accompagnés de gens comme Mohamed Mimeur, comme Nordine Mansouri Lajlé, Imed Moyedine, Dijo, qui étaient ces personnalités-là qui qui marchaient la main dans la main avec eux, c'est des amitiés très anciennes et qui persistent aujourd'hui, quoi. Redouane Faïd, qui allait donc au Triangle, il fait pas partie de cette histoire ? Alors Redouane Faïd, c'est une personnalité, alors lui on va dire à part, parce que déjà il vient d'un secteur très éloigné de la région parisienne qui est Creil. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul un petit peu, qui a voulu être à l'image de ces grands bandits, on va dire, oui, des grands voyous, et qui a sans doute beaucoup souffert
de pas avoir cette étiquette de grand voyou, de membre du milieu. Il a tout fait pour essayer de l'avoir. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a été emprisonné avec Momo Mimeur à Fresnes dans les années 90 et on sait que il le marquait à la culotte en fait. Il essayait vraiment de s'associer à lui, voilà, et il était passionné par toutes les histoires de voyous. Il connaissait par cœur le fichier du banditisme et les actes attribués aux uns ou aux autres. Mais c'est une personnalité qui est un peu à part. Et puis c'était pas, je crois, un grand fêtard. Donc effectivement, si on le retrouve au Triangle à l'époque à Andilly, c'est un peu par accident, mais c'est pas quelqu'un qui fréquentait beaucoup les boîtes de nuit. Bon, la suite est dans votre livre Maghreb Connection, la saga secrète du grand banditisme français chez Robert Laffont. Voilà, il y a énormément de personnages oubliés qui étaient passés sous les radars de l'histoire du banditisme aujourd'hui que vous ressuscitez. Et certains sont encore vivants d'ailleurs et peut-être même nous écoutent aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo de l'émission sur notre chaîne YouTube. Passez un bon dimanche.